Bienvenue à Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes. Le Canada que nous connaissons aujourd'hui ne s'est pas construit par hasard. Argument par argument, jugement par jugement, il a été façonné par le droit au sein d'un système de justice unique, né de la rencontre des systèmes britanniques et français et qui intègre désormais de plus en plus les traditions autochtones. Dans cette série, nous soulignons le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada en décodant les grandes décisions qui ont défini nos droits, nos libertés et notre identité collective. Droits criminels, droits autochtones, partage des compétences, des arrêts qui ne sont pas que de l'histoire ancienne. Ils façonnent encore notre quotidien. Je suis votre animateur Hugo Martin et à travers des rencontres exclusives avec les 9 juges de la Cour suprême et des experts constitutionnels, nous explorerons le contexte de ces jugements, leur impact et leur résonance aujourd'hui. Madame la juge Obonzawin, soyez la bienvenue et merci de participer à Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes. Merci. Nous sommes à la Cour suprême du Canada où votre nomination a été officialisée en septembre 2022. Cet événement a marqué un jalon historique. Vous êtes devenue la première personne autochtone à siéger à la plus haute instance judiciaire du pays. Votre parcours est profondément ancré dans vos racines franco-ontariennes et abénaquise de la Première Nation d'Odanak. Vous avez grandi à Anmer, près de Sudbury en Ontario. Votre cheminement académique est impressionnant. Votre thèse portait sur l'application dans les commissions d'examen des principes de l'affaire Gladue, une cause historique de 1999 qui enjoint aux tribunaux de considérer les circonstances particulières des délinquants autochtones, incluant leur héritage, les facteurs systémiques et historiques désavantageux et leur rapport à leur communauté, notamment lorsqu'ils déterminent la peine afin de contrer la surreprésentation carcérale de cette communauté. Les statistiques démontrent que les personnes autochtones sont surreprésentées dans le milieu carcéral au Canada. Pouvez-vous nous en parler? Des fois, j'ai pas toujours les réponses à toutes ces questions, mais je peux vous dire que toute la question des hauts taux de carcération pour les personnes autochtones, je vais vous donner des chiffres. Donc, pour les hommes, c'est environ à 32 % de la population carcérale, c'est des hommes autochtones. Pour les femmes, encore plus effrayant, à environ 50 % de la population. Nous sommes 5 % de la population canadienne, mais nos chiffres sont tellement élevés dans ce milieu. Il y a vraiment un débalancement. La question a été étudiée de longue date. Il y a eu plusieurs commissions, la commission de vérité et réconciliation au sujet des femmes autochtones perdues, la commission Vient, la commission Ouimet longtemps passé. Donc, plusieurs regardent à cette question. Puis, le tout a mené en 1995 au Parlement canadien de faire des modifications au Code criminel pour ajouter l'alinéa 718-2E qui parle de l'obligation du juge de procès, lorsqu'elle ou il vont émettre une peine, de prendre en considération la situation particulière du délinquant autochtone. Puis la question était mise de l'avant pour essayer de diminuer les chiffres. Qu'est-ce qui a mené à cette grande hausse? Il y a toutes sortes de choses, la colonisation, les écoles résidentielles, les écoles de jour, la discrimination. Il y a tellement de différentes raisons. Je ne sais pas s'il y a une chose en particulier. Je pense que c'est une amalgamation de plusieurs choses, mais modifier le Code criminel pour ajouter cette obligation au juge qui émettait la peine, c'était avec l'espoir que nous allons voir les chiffres s'amoindrir. Mais vraiment, l'opposé se voit. Donc, je vais rentrer dans la question du dossier de A contre Gladue. C'était la première fois que la Cour suprême allait évaluer puis regarder la question de 718-2E du Code criminel. Puis, Tanis Gladue était une jeune femme autochtone, 19 ans. Elle avait, au moment de l'incident, 2 jeunes enfants. Elle était enceinte de nouveau. Son conjoint de fait lui avait dit qu'il avait eu des relations avec sa sœur. Elle avait un problème de glande thyroïde qui pouvait l'amener à suragir dans certaines situations, puis elle a fini par le poignarder au cœur. Il est décédé. Puis la question devant la Cour était pour évaluer si le juge qui avait imposé la peine avait vraiment fait en regardant la question de 718-2E. La réponse était non. Puis notre Cour a vraiment évalué tout l'aspect social, la question empirique qui démontrait les augmentations des chiffres carcérales. Puis la Cour avait dit que
C'était obligatoire de les juges de procès de considérer les circonstances particulières du délinquant autochtone, mais aussi avec l'espoir futur de voir que les chiffres allaient s'abaisser. Mais nous avons vu en 2012, lorsque notre cour, pour une deuxième fois, a regardé à la question IPLEI, c'était une question de nouveau à reconsidérer cet affaire puis à voir est-ce que c'est juste pour émettre une peine ou non. Puis la Cour était vraiment claire qu'il y a des obligations qui persistent toujours en vertu du Code criminel, que les juges ne remplissent pas leurs obligations à tout moment. La Cour a noté toutes les questions empiriques de nouveau, toute la recherche sociale qui démontrait que les chiffres vont continuer à monter. Puis le docteur Zinger a chaque année, dans les dernières années, émis les statistiques, puis nous voyons une continuité à l'augmentation qui est vraiment inacceptable. Est-ce que vous sentez des limites à la Cour dans ses décisions, donc de savoir si elles vont être appliquées dans les tribunaux de première instance, dans les tribunaux d'appel dans les provinces? Vraiment, je dois dire, nous ne sommes pas une cour qui a essayé de faire, disons, du lobbying. Nous allons déterminer la matière telle qu'elle nous est présentée. Donc, c'est le dossier avec les faits particuliers qui est associé au dossier et nous allons rendre une décision directement reliée à la situation de fait et les plaidoiries telles qu'elles nous sont présentées. Donc, je dois dire, c'est difficile à répondre à une telle question parce que les dossiers viennent devant nous d'une façon particulière, puis notre obligation, c'est pas de faire du nouveau droit ou faire des modifications en vertu de nos pensées de qu'est-ce que le droit générique devrait être. C'est vraiment de rendre une décision par l'entremise du dossier tel qu'il nous est présenté. Dans votre questionnaire de candidature à la Cour suprême, vous avez mentionné « Ma contribution la plus importante au droit et à la poursuite de la justice au Canada est sans contredit mon effort pour aider toutes les personnes impliquées dans le système judiciaire et de santé mentale avec un accent particulier à l'égard des peuples autochtones. » À travers votre rôle à la Cour, comment est-il encore possible de poursuivre vos efforts en matière de promotion de la santé mentale? Moi, je suis vraiment chanceuse parce qu'à plusieurs reprises, je suis demandée d'agir à titre de conférencière. Puis lors de ces conférences, je me permets de parler de la santé mentale. En général, reliée à nos jeunes, reliée aux peuples autochtones, une variété de situations parce que la santé mentale touche environ 50% de notre population canadienne. Donc, moi, je parle toujours de 3 catégories de gens lorsque nous parlons de la question de santé mentale. Ceux qui sont touchés directement, des proches aidants, les amis, les membres de la famille qui supportent ces personnes qui sont touchées par la santé mentale. Puis, je parle souvent au 3e groupe, les non-croyants. Je vais leur demander de faire l'effort pour s'auto-éduquer au sujet de la question de santé mentale parce qu'avec plus de connaissances va venir une meilleure compréhension de l'impact de la santé mentale sur les individus. C'est quelque chose que nous devons parler, nous devons pas craindre des réactions des autres. Il y a quand même un grand stigma attaché à parler du fait que la personne est touchée ou un membre de la famille est touché par des éléments de la santé mentale. Mais je crois vraiment, le plus que nous en parlons, le moins qu'il y aura de stigma rattaché à cette grande question qui touche tant de personnes canadiennes. Vous avez aussi été juge à la Cour supérieure de l'Ontario et depuis votre arrivée à la Cour suprême, votre voix apporte une perspective unique. Parlez-nous de l'évolution récente en droit autochtone depuis votre arrivée à la Cour. Est-ce que vous pensez que vous avez eu un impact spécifique sur le tribunal? Je ne sais pas si je peux dire que je peux avoir un impact spécifique, mais je peux dire que j'amène quand même ma perspective qui est unique à moi. Nous avons eu 3 dossiers assez significatifs dans le milieu de droit autochtone. Le dossier C-92 au sujet de la création d'une nouvelle loi en 2019 du gouvernement fédéral qui traitait de la question des enfants, des jeunes et des familles des personnes autochtones inuits et métisses. Puis, c'est la première fois que notre cour 9-0 a déterminé que les peuples autochtones au Canada ont un droit de traiter d'une façon souveraine au sujet des questions de l'enfance, des jeunes et des familles dans les propres communautés. Donc, nous avons maintenu le projet de loi C-92 qui est par la suite devenu la loi au Canada en 2019. Le prochain dossier, j'étais l'auteur Jim Schott, Both Sides,
un dossier quand même intéressant au sujet du Blood Tribe. Il y avait une question de quelle était la surface appropriée de la réserve en vertu du traité qui avait été négocié entre le Blood Tribe et la couronne. Puis, enfin, j'ai émis une déclaration qui déterminait que la couronne avait agi à titre déshonorable, puis que je souhaitais que dans le futur, les relations allaient s'améliorer pour qu'il y ait une réconciliation. L'autre dossier qui est aussi très important est le dossier Restoule. Le juge Jamal a eu la plume. C'était une question à savoir l'interprétation des annuités des peuples Anishinaabe dans le nord de l'Ontario, donc de par chez nous, parce que je viens du nord de l'Ontario, de l'Huron et supérieur. Puis notre cour, encore 9-0, a déterminé que la couronne avait agi à titre déshonorable. Par contre, nous avons fortement recommandé aux parties de retourner à la table de négociation avec nos mots qui soufflent à leur oreille pour s'assurer que le gouvernement agit à titre honorable en vertu des Anishinaabe lors des négociations futures. On parle de réconciliation. Comment est-ce que la Cour suprême balance son rôle d'appliquer la loi, les principes de droit, tout en prenant en considération l'importance de la réconciliation avec les peuples autochtones? Je crois que nous pouvons prendre connaissance d'office du fait que la couronne n'a pas agi de façon très appropriée envers les peuples autochtones dans le passé. Nous sommes tous conscients de l'impact, par exemple, des écoles résidentielles, des écoles du jour, du traumatisme intergénérationnel qui impacte les peuples autochtones par l'entremise du système qui avait été imposé. Donc, je crois que comme juge à notre cour, nous sommes tous conscients de ces impacts. Puis, c'est quelque chose que nous tenons en compte. Mais je crois que la réconciliation, c'est pas vraiment de considérer les choses qui sont arrivées au passé. Pour moi, la réconciliation, c'est aller vers l'avant, d'essayer de se comprendre comme peuple, puis de marcher dans la même piste. Mon mentor, le grand honorable Murray Sinclair, me disait toujours ça. Michel, c'est vraiment important de pas juste miser sur le passé, mais la réconciliation, c'est beaucoup plus. C'est vraiment plus de se comprendre l'un l'autre, que la population canadienne puisse comprendre l'impact que le tout a eu sur notre peuple, mais aussi de regarder de l'avenir, puis de marcher, comme je disais, dans cette même direction. Parce que pour moi, c'est du positif, la réconciliation. Je me fais souvent demander qu'est-ce que c'est la réconciliation pour toi. Puis moi, c'est tellement de différentes choses. Mais la grande chose, c'est de se comprendre un l'autre, puis vraiment marcher dans la même voie, dans un futur où que nous nous comprenons un l'autre, puis nous reconnaissons nos propres traditions, cultures, nos droits, etc. Comment est-ce que la Cour balance l'intérêt national et l'intérêt privé? Lorsqu'on regarde les questions, je veux dire, plus minuscules versus le national, nous avons une obligation en vertu de la loi sur la Cour suprême de regarder puis émettre des permissions d'appel sur des questions qui ont un intérêt national. C'est le test que nous devons suivre. Des fois, la population canadienne va lire nos décisions. Ils vont dire, ben là, c'est pas un intérêt national, mais il y a du plus large dans ces décisions-là. Donc, pensez un petit peu plus large. Lorsque vous allez lire les questions puis vous demandez, OK, oui, il y a quand même l'interprétation des différentes législations, donc un grand impact sur la population au large. Dans le cadre du 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada et de son rôle continu envers la société canadienne, comment est-ce que vous percevez l'évolution du dialogue entre les traditions juridiques autochtones et le système canadien? Nous avons des dossiers qui viennent devant la Cour dans une obligation de réserve qui a trait vraiment à cette question. Nous avons regardé l'autonomie gouvernementale, les traditions et la culture spécifique aux peuples autochtones quand on traite à la question. Des sociologues vont vraiment nous aider pour comprendre, puis pas juste des sociologues, des aînés, des communautés autochtones vont nous aider et nous informer parce qu'il y a le droit autochtone canadien où les différents tribunaux vont émettre des décisions qui touchent les personnes autochtones, mais il y a aussi les ordres et les traditions juridiques autochtones à nous, les peuples autochtones. Donc, il y a quand même un contrebalancement entre les deux. Puis je crois que
un peut informer l'autre. J'aimerais ça prendre la balle au bon pour nos auditeurs, Mme la juge. Vous nous avez dit, j'ai quand même un devoir de réserve. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Nous ne voulons pas nous prononcer sur un dossier futur qui va venir devant nous. Lorsque nous recevons certaines questions, nous avons une obligation de réserve qui veut dire que nous ne pouvons pas répondre à la question pour la raison que nous ne voulons pas émettre une opinion au sujet de quelque chose en particulier pour que plus tard, quelqu'un puisse dire « Ah non, cette juge-là est en conflit d'intérêts. Elle nous a dit ABC à ce sujet-là. » Puis lorsque nous avons apporté cette question devant la Cour suprême, bien, elle avait déjà des préjugés. Quelle décision, groupe de décision ou enseignement la Cour nous a donné et sur laquelle on peut puiser pour avancer pour les 150 prochaines années? Oh, il y en a eu plusieurs. Je vous ai déjà parlé de Gladue puis d'Ipili. C'est une question qui me tient vraiment à cœur, toute cette question de surincarcération des peuples autochtones. Je pense que si nous pouvons continuer d'en parler pour que les juges à travers du Canada puissent comprendre leur rôle à jouer. Parce qu'en 2018, les professeurs, mais maintenant la présidente Marie-Ève Sylvestre de l'Université d'Ottawa et la professeure Denis Boileau ont fait une grande recherche pour regarder quel était l'impact de 718-2E sur les décisions qui ont été émises par les juges qui émettaient des peines. Puis je dois dire que c'est pas automatique que les juges prennent tous leur rôle, puis qu'il n'y a pas toujours une considération au sujet des particularités du délinquant autochtone. Donc, moi, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir cette discussion pour parler de l'impact que les juges de procès puissent avoir sur le délinquant autochtone. Donc, on peut regarder l'avant en bâtissant sur ces principes-là, de Gladue, entre autres. Mais combien de fois est-ce que la Cour devrait intervenir? Combien de fois est-ce que nos dossiers devraient cheminer jusque vers la Cour suprême? Votre rôle, c'est aussi d'éduquer les juristes et de façonner un petit peu le chemin juridique. Ça, c'est vraiment dur à déterminer. Combien de fois est suffisant? Puis, évidemment, la réponse, c'est on ne le sait pas parce que nous avons eu la décision Gladue, nous avons eu la décision Ipili. La dernière était en 2012. C'est vraiment une question, je crois, sociale. C'est une question parlementaire. C'est pas nécessairement une question de la Cour suprême du Canada. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, le droit n'est pas statique, il est vivant. Chaque décision de la Cour suprême ajoute une pierre à l'édifice de notre société. Pour consulter les arrêts discutés et en savoir plus sur nos invités, rendez-vous sur façonnerlecanada.ca et parcourez les notes de l'épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de balado préférée pour ne rien manquer de cette série soulignant le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet, notamment la Cour suprême du Canada, le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, les honorables Nicolas Cazirère, Suzanne Côté, Andromaque Karakatsanis, Sheila Martin, Malcolm Rowe, Mahmoud Jamal, Michel Obonzawin, Mary Moreau, les professeurs Louise Langevin, Jocelyn Downey, Carrie Frock, Naomi Metallic, Karen Drake, Denis Nadeau, Félix Mathieu, Éric Labelle-Eastaff, Marcus Moore, Joel Bakken, Howie Kislowitz, Richard Moon et François Tanguay-Renaud. Merci aussi à Maître Michel Lebrun, Mesdames Sandrine Raymond, Laurence Laperrière, Laurence Thériault, M. Peter Warren et la productrice Madame Constance Saint-Pierre. Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Ici Hugo Martin et je vous dis à la prochaine.